Bonsoir. Et oui, c'est bien Michel Rocard qui est ce soir notre invité. Michel Rocard, l'homme politique le plus populaire de France et de loin, qui est aussi le plus avare d'apparitions à la télévision. Michel Rocard, qui a été candidat à la présidence de la République en 1969, qui a essayé, mais en vain, de l'être aussi en 1981, et qui, depuis que son parti, le Parti socialiste, est au pouvoir, a pratiquement refusé de parler politique. Méritez-vous, Monsieur le Ministre, votre première place dans les sondages? Rivarol disait, vous le savez, le silence n'a jamais trahi personne. On saura dans un peu plus d'une heure si la parole, elle, peut trahir celui qui la prend. Et je dirais celui qui est obligé de la prendre. Car j'ai là sous les yeux un sondage de l'IFREP, l'Institut français de recherche psychosociologique, qui est consacré à votre image. Eh bien, les Français trouvent que vous avez le bon look, comme on dit aujourd'hui. Ils trouvent que vous êtes compétent, mais ils vous reprochent de ne pas être assez présent dans la vie politique. Alors certes, vous avez remporté un certain nombre de succès comme ministre de l'Agriculture. Vous avez même réussi l'autre semaine à faire voter et applaudir votre projet sur les relations entre l'État et l'enseignement agricole privé. Mais les Français, vous le savez, attendent autre chose de vous. Ils attendent de savoir si vous approuvez l'action du gouvernement de M. Fabius. Vous êtes toujours membre de ce gouvernement, mais à 3 reprises, si je suis bien informé, au cours de ces dernières semaines, vous avez mis votre démission dans la balance. Alors que comptez-vous faire de la confiance massive, je dirais même écrasante, que vous accordent les Français? Ils ont le droit de savoir, le droit de connaître votre pensée politique et vos projets, le droit d'être informé sur le sens véritable de votre socialisme. Alors Alain Duhamel, Albert Duroy et Jean Boissonnat vont vous aider à préciser votre pensée sur tous ces points et aussi bien sûr sur l'actualité chaude du moment. Je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie. Mais auparavant, une première question de SVP, Jean-Louis Le Senne. Michel Rocard, bonsoir. Il y a ici à SVP beaucoup de questions qui concernent ce soir votre secteur ministériel, l'agriculture. Beaucoup de téléspectateurs qui s'appliquent à vous interroger sur une entreprise particulièrement en difficulté dans votre circonscription, LTT à Conflans-Sainte-Honorine. Nous y reviendrons, car les premières fiches sont en nombre plus politiques. Par exemple, un directeur commercial de Marseille vous demande si vous êtes encore vraiment solidaire d'un gouvernement qui collectionne les échecs et qui ne satisfait que 25% des Français. Et une infirmière de Sartrouville vous pose cette question. Accepteriez-vous, Monsieur le Ministre, de vous présenter ce soir comme le chef de file de l'actuelle majorité? Avant de répondre à cette question, je veux tout de même relever un propos que vous avez tenu à François-Henri de Virieu sur l'hypothèse de ma démission. Et je voudrais dire avec la plus grande fermeté que la politique n'est pas un spectacle, que je ne suis pas venu ce soir pour faire des coups. Je suis venu ce soir parce que la France est inquiète, parce que les Français ont peur pour leur emploi, pour leur sécurité, pour l'avenir de leurs enfants, se rendent mal compte de à quel point tout cela dépend du monde international autour de nous. Et dans cette situation-là, le débat politique se crispe et les questions tendraient à le montrer aussi. Et mon propos ce soir est de montrer que l'avenir est à portée de main si nous savons le prendre ensemble, mais que le seul danger qui guette la France, c'est celui des intolérances, des sectarismes et des fanatismes. Vous avez une heure pour faire votre démonstration. Oui, mais il y a eu tellement de choses dites que je voulais que les choses soient parfaitement claires. Alors la question. À la seconde question, il n'y a pas de sens. Je dirais simplement en ce qui concerne la première question, que le mot de solidarité s'applique à toute une espérance. S'il a un sens, c'est un sens qui concerne l'ensemble des électeurs qui ont porté cet espoir. Et je crois qu'il faut dire de la situation où est la France aujourd'hui 2 choses à titre principal. La première, c'est que la crise économique est plus profonde et plus durable que toutes les forces politiques, y compris la gauche, mais pas seulement la gauche, ne l'avaient dite. Pour M. Giscard d'Estaing, la crise économique était conjoncturelle. La sortie du tunnel est pour bientôt, la reprise est pour l'automne, toutes ces phrases sont datées 1975 ou 1976. Mais nous aussi, nous avions sous-estimé la crise. Et ayant sous-estimé la crise, nous ne sommes plus crus sur parole, c'est la principale difficulté. Par rapport à cela, bien sûr, tel acte ou tel discours
peut créer difficulté, et je ne connais pas, dans aucun gouvernement de la planète, à aucun moment de l'histoire, un ministre qui puisse dire « j'ai d'un bout à l'autre, du début jusqu'à la fin, été d'accord avec tout ». Ça n'existe pas. On est solidaire d'un vaste mouvement collectif, et au fond, la solidarité, ça ne compte que quand elle fait mal. Le reste du temps, c'est facile. C'est une des formes de la discipline sans laquelle il n'y a pas d'efficacité. Jean-Louis Le Seyne, est-ce que vous pouvez nous rappeler la question? La deuxième question, accepteriez-vous de vous présenter comme un des chefs de file de l'actuelle majorité? Monsieur Le Seyne, on ne s'autoproclame pas. Très bien. Je crois que c'est clair. Monsieur le ministre, quand même, je vais vous poser une question un petit peu personnelle. Vous avez lu les journaux ces derniers jours, on parle de votre résurrection, on parle de votre venue ce soir. Est-ce qu'au fond, les gens attendent quelque chose de vous? Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir les gens qui, ce soir, nous regardent? Est-ce qu'ils n'attendent pas trop de vous? Je crois d'abord que quiconque travaillerait en politique avec la peur, il ferait du bien mauvais travail. Je crois ensuite n'avoir pas à m'expliquer sur le fait de m'être longtemps tu. Ce qui inquiète les Français sur la vie de notre pays, c'est au fond qu'on y bavarde peut-être un peu trop. Et je crois que pour un homme chargé de fonction publique, le droit de parler se mérite par l'efficacité dans l'action. J'ai passé longtemps dans l'opposition. On y exerce exclusivement le magistère ou le ministère de la parole. C'est sa fonction, c'est difficile. Je n'étais pas si sûr de pouvoir être efficace dans l'action. Excusez-moi, il m'a bien fallu m'expliquer avec mon métier. Je pense l'avoir fait proprement. Très bien. Eh bien, écoutez, Alain Duhamel va venir vous interroger maintenant pour un quart d'heure. Alors, Alain Duhamel. Bonsoir, Monsieur Rocard. Bonsoir, Monsieur Duhamel. Est-ce que votre dernier livre, c'était en 1979, s'appelait « Parler vrai ». Est-ce que quand on est ministre, on peut parler vrai? Eh bien, nous allons tenter d'en faire la démonstration ce soir, pourquoi pas? Non, mais est-ce que vous pensez que quand on est ministre, on peut parler vrai? Il est probable qu'on ne peut pas tout dire, encore que j'en doute, mais on peut sûrement parler vrai. Bon. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des inconvénients à ça. Alors, Virieux faisait allusion dans sa présentation à ce qui était rappelé encore ce soir, à la une du Monde, qui est un journal sérieux, c'est-à-dire le fait que vous auriez à 3 reprises ces dernières semaines mis votre participation ministérielle dans la balance, non pas pour des raisons de démarquage politique, mais pour des raisons de dissentiment sur des questions dont vous êtes responsable. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comme dans beaucoup de choses, c'est largement faux, mais il n'y a pas tout à fait de fumée sans feu. La vraie question, chacun la comprendra vite. Les ministres ne sont pas tous chargés de la même chose, il y a une division du travail. Nous avons des tâches. Nous avons besoin de moyens pour remplir ces tâches. Et on peut, c'est arrivé à tous mes collègues, ça nous est commun, se trouver à certains moments devant certains problèmes d'une gravité suffisante pour se dire s'il n'y a pas un accord interministériel, notamment financier sur cela, je ne passerai pas et je ne tiendrai pas. Il m'est arrivé de le faire remarquer, j'ai eu gain de cause dans les 3 cas, pas de problème. Non, mais vous avez mis votre présence dans la balance ou pas explicitement? Mais on en est tous là et j'ai eu à le faire en disant je ne tiendrai pas. Vous en êtes tous là? Dans tous les gouvernements de la planète, à chaque moment, n'importe qui est chargé de quoi que ce soit se dit est-ce que j'ai les moyens de faire ce qu'on me demande ou pas? Est-ce que dans ce... C'est une banalité, excusez-moi. Mais il est vrai, ce qui est moins banal, c'est que dans le métier que je fais présentement, j'ai pour mission de faire face à une grave crise de l'agriculture française et européenne dans une situation de rareté budgétaire extrême. C'est un travail impossible. Et il est vrai que j'ai rencontré des difficultés plus lourdes peut-être qu'en d'autres temps, telles de mes collègues. C'est vrai. Bien. Est-ce que vous vous sentez... Mais attendez, puisqu'on en est là, je voudrais continuer à ajouter quelque chose. Dans la formulation des questions tout à l'heure, et dans ce que disait M. de Virieux, on avait l'impression que l'agriculture, c'était marginal. Non, mais je pense que vous y reviendrez peut-être avec Jean Boissonnat, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi. C'est parti. Moi, je tiens à vous dire d'entrée de jeu... Alors, brièvement, parce que j'ai... Non, je vous dis ça. Ne me donnez pas de leçon, c'est moi qui réponds si vous voulez. Non, mais oui, mais c'est moi qui pose une question. Je voudrais simplement... Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que... Duhamel, laissez répondre M. Rocard. D'accord. Non, mais je vais laisser répondre Michel Rocard, évidemment. Mais ce que je souhaite, c'est... Pendant ce quart d'heure, j'ai un certain nombre de questions politiques à vous poser. Ensuite, Jean Boissonnat... C'est votre droit, mais c'est vous qui avez introduit la manière dont je faisais mon métier. Alors, je voudrais dire ici, très nettement, que l'agriculture française, c'est une des parties de l'avenir de la France. Nos chances, la France de demain, elle doit beaucoup à notre puissance technique, à notre capacité exportatrice, à notre capacité en recherche scientifique d'être toujours à la pointe. Et ce que les Français savent peu, c'est que dans cette puissance exportatrice, dans ce qui fait la France de demain,
Il y a probablement 1, le nucléaire civil, 2, le sucre et tout ce qui y touche, 3, la fusée Ariane, 4, le blé et tout ce qui y touche, 5, certaines filières électroniques ou l'aéronautique lourde, 6, nos techniques de distribution commerciale moderne. Voilà comment s'interpénètrent les chances d'avenir de la France. Et j'ai ma part de responsabilité là-dedans, et j'entends bien que cela ne soit pas tenu pour marginal. Bien. Alors, ça fait exactement 4 ans que vous n'avez pas parlé de politique. Vous avez parlé de vos responsabilités, mais vous n'avez pas voulu faire d'émission politique. Il y a donc en 4 ans un certain nombre de questions, vous le comprendrez, qui se sont accumulées et qui intéressent peut-être aussi les Français. Alors, d'abord... Il y a d'autres gens pour y répondre. Alors, d'abord, première question, on le disait tout à l'heure, l'image du gouvernement n'est pas bonne, la situation électorale de la gauche n'est pas bonne, l'image du président de la République n'est pas bonne, en revanche, l'image de Michel Rocard est excellente. Alors, comment est-ce que vous expliquez, disons au moins, ce contraste ? Je n'ai jusqu'à présent jamais commenté les sondages me concernant. C'est un exercice de commentateur. Je suis acteur et non commentateur. Chacun son métier, si vous permettez. Une seule idée, peut-être. Vous viendriez trop insistant sans cela. Peut-être. J'avais beaucoup parlé avant, juste avant 80, et beaucoup dit que la crise était profonde, qu'il fallait prendre son temps pour la traiter, qu'on ne pouvait pas prétendre fournir des avantages sociaux massifs avant d'avoir construit les conditions de production qui les finançaient, et ainsi de suite. Bonne raison pour me taire ensuite, mais bonne raison pour rester sur ce que j'avais dit, si vous le voulez bien. Autrement dit, c'est votre rigueur et votre clairvoyance antérieure qui ont entraîné votre popularité actuelle. La science économique, ça existe. Je n'avais pas... Enfin, des données étaient là et j'aurais préféré qu'on les oublie moins dans la préparation de l'échéance. Vous vous sentez mieux, je veux dire, en ce qui concerne la politique économique menée par le gouvernement, vous vous sentez mieux maintenant qu'il y a 2 ans ? Maintenant que la balance des paiements se redresse et que l'inflation est la moitié de ce qu'elle était il y a 5 ans, un peu. Et, ça n'est pas fini. Et maintenant que la politique menée par le gouvernement est différente de ce qu'elle était, est-ce que vous aimez mieux, au fond, la politique économique depuis 1982-83 que celle qui était précédente ? Assurément, dans les débuts du septennat, les choses ont couru trop vite. Mais on ne plaisante pas avec une balance des paiements. L'indépendance d'une nation se mesure, pas exclusivement, Dieu merci, mais assez largement à sa balance des paiements. Nous avons maintenant repris les choses en main et en effet, pour ma part, je préfère que la balance des paiements, le taux d'inflation soit tenu, l'équilibre budgétaire, enfin la limitation du déséquilibre budgétaire aussi, encore que ce ne soit qu'un moyen, ça. Les finalités, c'est que la monnaie soit stable et que la balance des paiements soit équilibrée. Nous ne sommes que dans l'économique et dans le financier ici, mais que je voudrais saisir cette occasion de dire que nous sommes précisément au moment où la potion fait mal aux malades avant qu'ils se sentent en voie de guérison. Et c'est une bonne partie, pas tout, mais une bonne partie de la difficulté politique du moment où nous sommes. Alors ça m'amène justement à la question que je voulais vous poser. Le rapport des forces tel que les spécialistes l'évaluent en ce moment entre la gauche et la droite est de 40-60. Est-ce que vous croyez que la gauche peut quand même gagner dans à peine plus d'1 an maintenant? Et surtout, si oui, à quelles conditions peut-elle gagner? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je me bats, donc je ne discute pas l'hypothèse d'une défaite, si vous permettez. Il y a encore pas loin de 18 mois. Ah non, 15. Avant que nous ne voyions apparaître les résultats positifs, et notamment la possibilité d'attaquer le chômage plus puissamment que nous le faisons maintenant, donc de commencer à le ralentir, sinon à le faire baisser, les grands équilibres financiers étant assainis. Et c'est tout ce que j'espère. Mais le fond de l'affaire est davantage une affaire de dynamique et d'espoir que seulement une affaire de technique financière. Et vous croyez que ça peut se réveiller dans les 15 mois qui viennent? Et si oui, comment, je veux dire? Parce que le gouvernement, il fait des efforts depuis qu'il est là, à sa manière, bien ou mal, mais enfin, il fait des efforts. Je crois que beaucoup tient à la façon d'expliquer et de rendre compte des raisons pour lesquelles peut-être nous avons, au début du septennat, fait un certain nombre d'erreurs. Et vous prolongé d'ailleurs des erreurs précédentes. Et vous trouvez que maintenant on explique bien? Disons que je sens qu'il y a un certain progrès à cet égard. Je crois que tout le monde le reconnaît d'ailleurs. Sur le plan économique et financier toujours, qui n'est pas la totalité de l'action politique d'un gouvernement, loin s'en faut. Et alors, bon, le Parti socialiste avait un partenaire qui était le Parti communiste. Il n'a plus ce partenaire, parce que le Parti communiste a dit lui-même que désormais il se situait en dehors de la majorité. Si, comme vous le souhaitez, vous venez de le dire, c'est d'ailleurs normal de votre point de vue, si comme vous le souhaitez, la gauche gagne dans 1 an, elle peut continuer comme ça
à gouverner sous forme minoritaire ou avec d'autres? Comment est-ce que vous voyez les choses? Le Parti communiste est maître de ses choix et de sa stratégie. C'est à lui de prendre la décision de préférer une victoire de la droite à une victoire de la gauche. Cela le regarde, il en rendra compte à l'électorat, c'est son affaire. Il reste que nous avons un scrutin majoritaire à 2 tours et qu'il faut bien se rassembler pour le second, et que cela peut permettre, on l'a vu dans d'autres circonstances tout de même, une victoire. Mais je pense surtout que le fond de l'affaire n'est pas là. Le fond de l'affaire, c'est la clarté de l'objectif pour tous les Français. Alors justement, vous souhaitez qu'il y ait un accord un peu précis, programmatique, ou en tout cas une plateforme avec les communistes ou pas? Que vous vous mettiez d'accord sur un certain nombre de directions d'action, de propositions ou... On n'en est plus dans l'ordre du discours. Je souhaite que l'action gouvernementale prenne, et cela commence, cela doit être renforcé, peut-être infléchi ici ou là, suffisamment de force. D'abord pour enregistrer des résultats. La politique n'est pas qu'une affaire de discours, et que cela soit suffisamment convaincant pour entraîner ensuite, y compris le Parti communiste français, pourquoi pas. Alors, j'ai reçu plusieurs lettres à propos d'une question que d'ailleurs j'aurais peut-être eu l'idée de vous poser tout seul, mais enfin j'ai reçu plusieurs lettres là-dessus. Mes correspondants me disaient, en 1980, Michel Rocard voulait être candidat à la présidence de la République. Il avait dit que si François Mitterrand l'était, il s'effacerait. Ce que j'ai fait. Il s'est effacé, ce que j'allais dire. Il s'est effacé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que François Mitterrand devant qui vous vous effaceriez? Alain Duhamel. C'est une question sérieuse, hein? Il y a un temps pour tout. J'ai commencé par dire tout à l'heure que la politique n'était pas un spectacle et que je n'étais pas venu pour faire des coups. C'est pas du tout un spectacle, hein? Ce que je crains dans la France d'aujourd'hui, et la raison pour laquelle j'ai accepté, cher de Virieu, votre invitation, c'est la montée des intolérances. C'est le fait que l'incapacité de s'écouter les uns les autres rende toute action gouvernementale presque impossible ou très paralysée, qui que ce soit qui l'exerce, et quel que soit le vainqueur des prochaines élections. Et je me bats pour que la difficulté des problèmes soit reconnue, pour que les choses soient reconnues complexes, et qu'on s'entende les uns les autres dans ce pays. Par rapport à les cela, uns les autres, c'est-à-dire tout le monde. Si possible. Le vrai problème, c'est hors majorité politique, là. Hors majorité politique, le vrai problème, c'est que le débat politique est dominé par des esprits rigides, voire fanatiques, alors que 80% des Français, ils le répondent bien à travers les sondages, y compris dans leur désintérêt de la politique partisane, manifestent qu'ils ont l'esprit souple, ouvert et qu'ils savent reconnaître le compromis. Vous faites allusion à qui? Parce Mais que pour que le débat politique soit dominé par des esprits... à la tonalité générale des discours officiels d'appareils centraux. Mais pour vous, il n'y a pas d'incarnation de ça. Y compris, mais l'autre aussi, je veux dire, vous voulez vous amuser, c'est facile, mais d'accord, bien sûr. C'est pas Mais je veux finir de répondre à votre question, Oui, je ne suis pas là pour me défiler. Je ne l'oublie pas. Et par rapport à cela, les campagnes électorales, et c'est une malédiction pour la démocratie, sont les pires des périodes. La cacophonie atteint un point tel que pendant les périodes électorales, en général, on n'entend plus parler du fond des problèmes. Alors si vous le voulez bien, raccourcissons-les. Ne me demandez pas de l'ouvrir aujourd'hui. Et à des questions comme celles que vous me posez, je répondrai le temps venu, et sûrement pas avant. Et sûrement pas avant. Sûrement pas avant que le temps soit venu. Bon, est-ce que vous trouvez que c'est normal que pour l'échéance qui est l'échéance principale, l'échéance présidentielle, c'est l'échéance reine en France. Est-ce que vous trouvez... Ça, on ne sait pas, parce que là, les échéances peuvent un peu se bousculer. C'est pas sûr. Que le président de la République est en très bonne santé. Bah oui, j'espère bien, mais enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi des accidents politiques. Bon, on ne sait pas ce que sera exactement le calendrier. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il est normal que pour cette échéance-là, ce soit, comme ça se fait à gauche, et notamment au Parti socialiste, les militants, et puis souvent un peu plus que les militants, presque les professionnels de la politique qui déterminent qui doit être le candidat du parti, plutôt que, comme ça se fait dans d'autres pays, les électeurs qui ont envie de voter pour un candidat. Autrement dit, est-ce que vous trouvez normal que pour savoir qui doit être le candidat du Parti socialiste, il faille que ce soit une question d'appareil et non pas d'électeur? Ça, ne me dites pas que c'est de la politique politicienne, ça n'en est pas. C'est de la sociologie politique. Donc n'employons pas de mots pédants. Ça doit vous plaire. Vous posez une question très difficile parce que vous mettez le doigt sur ce que les Français n'aiment pas. N'aiment pas leur parti politique et puis on les comprend. Je pourrais d'ailleurs... Vous les comprenez? Rajouter, oui, je les comprends un peu. Bonne raison pour ça. Il reste que dans un pays moderne, et parce que moderne compliqué, on ne gouverne pas sans s'organiser. Et il faut, entre les gouvernants et les gouvernés, une double relation. Descendante, pour que les décisions passent et soient appliquées. Alors là, tout le monde fait pareil. Le modèle est unique. 170 nations à l'ONU font la même chose. Ça s'appelle l'administration. On connaît bien. Mais il faut une liaison ascendante. Il faut collecter des confiances, rassembler des enthousiasmes, désigner des candidats, se battre pour leur élection puis pour leur maintien en place.
ou s'il y a candidature. Sinon, il faut accorder sa confiance au moins. Même un dictateur a besoin de la confiance de sa police, et cette confiance montante, il faut bien qu'elle se traduise quelque part. Il y a 4 manières de faire marcher la machine de l'État. Les armées, les tribus, en Iran une église, et les partis politiques. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas très sympathique. Les partis sont les sociétés où se rassemblent toutes les ambitions. On n'y peut rien, c'est comme ça. Je veux dire ce soir que, en effet, la vie intérieure des partis politiques porte malaise, puisque elle est la canalisation d'ambition et que par conséquent, cette vie est dure. Mais je veux dire fermement qu'entre les tribus, les armées ou l'Église au pouvoir, je ne veux entendre parler de rien de tout cela. Par conséquent, il n'y a pas le choix. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce normal? C'est dans la totalité des pays de la planète. Vous avez fait une allusion subtile au fait que dans pas tout à fait la moitié des États des États-Unis d'Amérique, les électeurs votent dans des conventions. C'est le seul cas connu qui ne recouvre même pas la totalité des États-Unis. Ça marche. Ça marche à moitié, les machines continuent à faire le travail. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, nous avons besoin de moderniser nos partis politiques. Nous avons besoin de les assouplir. Ne croyez pas que les militants politiques soient complètement écartés de la population. Les socialistes ont aussi des voisins de palier, des camarades de travail, des cousins avec lesquels il faut bien qu'ils s'expliquent. Et ils sentent ce qui se passe aussi. Mais je voudrais attirer l'attention sur autre chose. Pour se grouper autour d'idées, il faut les formuler. Ouais. Et on les appelle liberté, démocratie, on peut aussi les appeler classe ouvrière, ordre public, enfin il y a des mots dans tous les sens. Et ces mots qui façonnent les rassemblements, ils évoluent moins vite que les idées. Et la gauche, qui a moins de relations avec le monde de l'entreprise, moins de relations avec les actes quotidiens du monde économique, est plus soudée à ses idées et par conséquent souffre de les voir évoluer moins vite. Mais j'ai été un briseur de rêves et j'ai été un briseur d'idées. Au cri d'œuf, faites attention, ça ne sera pas si facile. De là, tout se comprend, y compris mes petits malheurs et la raison pour lesquelles ils sont en voie de diminution, figurez-vous. Oui, vous avez fait vos 4 distinctions, je ne veux pas revenir dessus, mais en France même... Vous savez bien que c'est comme ça. En France même, il y a 2 techniques. Il y a la technique, disons, en simplifiant de la droite, dans laquelle quelqu'un dit « je suis candidat », puis se tourne vers les partis en disant « vous me soutenez, oui ou non ?» Et puis il y a les partis de gauche, en tout cas le Parti socialiste, dans lequel on lève la main en disant « monsieur, est-ce que je peux être candidat ?» Et puis on fait voter les militants, etc. Ça vous paraît la seule technique possible, celle... Je n'ai pas dit ça. La technique de la brutalisation et du fait accompli n'est pas tout à fait civilisée. L'effort de civilisation qu'est la délibération collective de ceux qui dépensent leur temps, leur argent, leur énergie pour cette cause mérite autant de respect, s'il vous plaît, même si les conditions dans lesquelles elle se déroule appellent une certaine critique de l'opinion. Je me bats moi-même dans mon parti pour le rendre toujours plus transparent et plus démocrate, avec de faibles succès au départ, mais probablement des chances croissantes. Vous venez de dire à l'instant... une dernière question. Vous venez de dire à l'instant que vous avez été à un moment un briseur de rêves. Est-ce que ça n'est pas le contraire? Est-ce que le rocardisme, ça n'est pas justement un rêve? Est-ce qu'au fond, ça n'est pas la seule chose qui ne se soit pas appliquée en France? Est-ce que ça n'est pas ça la raison de votre popularité? Parce qu'après tout, comme on n'a jamais essayé, on ne peut pas savoir. Jamais essayé. On parlera tout à l'heure, j'espère, d'agriculture. Je suis actif dans un secteur. Jamais essayé, s'il vous plaît, on n'en est plus là. Oui, mais enfin, c'est pas vous qui déterminez l'ensemble de la politique gouvernementale. Ce que j'ai tenté d'illustrer avant de me contenter de faire mon métier dans le cadre d'une solidarité ministérielle silencieuse, c'était un certain style de comportement politique qui comportait le respect des faits, l'idée que l'État ne doit pas tout faire. Je suis un précurseur dans cette affaire. L'idée que les relations entre les hommes et les femmes, les relations de groupe, les relations économiques ne doivent pas trop dépendre de la réglementation, mais l'idée surtout qu'on devait respecter les contraintes, les faits, et ne pas se leurrer. J'ai tout de même longuement expliqué à mes dépens, à mes camarades socialistes, que les choses seraient plus difficiles que beaucoup ne le croyaient. Appelez cela comme vous voudrez. C'est ça le rocardisme. Oui, je ne sais pas si c'est un rêve, je vous laisse le soin du commentaire. Bon, monsieur le ministre, nous allons maintenant aller à SVP. Jean-Louis Le Senne, d'autres questions? Oui, 3 questions rapides, monsieur le ministre. Une aux leaders politiques, une au maire de Conflans et une au ministre de l'Agriculture. Alors posez-les séparément, Jean-Louis. Première question, pensez-vous que des erreurs irréparables ont été faites par la gauche depuis 81 et si oui, lesquelles? Irréparable, non. Le plus grave a été la sous-estimation de la crise, mais cette erreur nous est commune avec nos prédécesseurs. Et par conséquent, il faut gérer les... Prenez la sidérurgie. Il faut gérer les conditions de problème traitées trop tard et pas souvent très bien du premier coup dans la continuité. Mais je ne pense pas qu'il y en ait d'irréparable.
Attendez, peut-être avant de repasser la parole à SVP, vous avez dit tout à l'heure, en répondant à Duhamel, qu'il fallait attaquer le chômage plus puissamment que nous ne le faisons actuellement. Bon. C'est vrai. Alors, là, je crois que vraiment, là, c'est une question qui intéresse beaucoup les Français. Ça veut dire quoi, attaquer le chômage plus puissamment? Ça vise qui et vous proposez quoi? C'est une question qui nécessite un tout petit peu d'explication. Allez-y, et nous revenons à SVP après. La France vit beaucoup de drames à la fois qui inquiètent tous ses habitants. Sécurité, avenir des enfants, immigration, chômage. Comment est-ce que tout cela se tient? Nous sommes une vieille terre d'immigration depuis très longtemps et jamais on ne s'était posé de problème sur le fait de digérer des communautés nouvelles. Maintenant, il y a de l'inquiétude. Pourquoi? À cause de la montée de la délinquance. Pourquoi la délinquance monte-t-elle? En fait, tout le monde le sait bien, et même les sondages d'opinion répondent dans ce sens. C'est d'abord le chômage, avant tout autre phénomène. C'est donc le chômage qu'il faut attaquer comme variable principale. Or, nous sommes coincés par une espèce de verrou dramatique. La France achète à l'étranger 25% de tout ce qu'elle consomme, et si nous voulons avoir une croissance, qui est la vraie solution au chômage, eh bien nous achèterons aux autres plus vite, plus que nous leur vendons, ce qui est la limitation centrale. Alors je crois que le fond de la réponse à la question, c'est de profiter de la situation où notre balance des paiements est en train de s'assainir et notre inflation est en train de diminuer pour maintenir cet effort. Si on se relâchait en quoi que ce soit, les plus grosses difficultés reviendraient immédiatement. Mais il faut faire maintenant l'offensive pour créer tous les emplois possibles, et ça compte en nombreuses dizaines de milliers, peut-être une ou deux centaines de milliers, là où le travail de ces emplois peut directement améliorer notre balance des paiements. Je pense aux économies d'énergie, je pense au développement de nos services d'exportation à l'étranger, je pense à quantité de choses de ce genre. Prenons l'exemple des économies d'énergie. Monsieur le Président de la République est venu à Conflans-Sainte-Honorine voir sur place les résultats d'un énorme effort que nous avions fait qui donnait de très très beaux résultats. De ces résultats amortis, pour les extrapoler au niveau national, on n'ira pas si vite et pas si fort. Je peux dire que la mobilisation, un grand emprunt anti-chômage, pourquoi pas, d'une vingtaine, une trentaine de milliards de francs, exclusivement centré sur la maîtrise de l'énergie, peut probablement provoquer une bonne centaine de milliers d'emplois nouveaux, sinon davantage dans cette branche, et en même temps nous faire économiser plus d'une dizaine de milliards de francs par an, en balance des paiements. Ces emplois-là, ils sont créateurs d'un meilleur équilibre de balance des paiements. Qu'est-ce qui s'y oppose? Une vision un peu trop notariale de la gestion de nos finances publiques, mais nous sommes très observés par... Qui est celle des gens qui occupent la fonction actuellement. Mais tout à fait. Je vous comprends bien. Mais il nous faut... Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait infléchir cette politique. J'ai une seconde idée. On s'est aperçu que le franc d'impôt le mieux utilisé par l'État, le franc d'impôt payé par les Français, est celui qu'on met dans le financement des services commerciaux de nos entreprises à l'étranger. Pour un franc mis là, en général, on a 2 francs de rentrée en devise l'année suivante. Multiplions cet effort-là et trouvons des économies à faire ailleurs. Encore une autre idée, puisque vous y tenez. Je voudrais dire aussi qu'une des difficultés que nous avons tient à la manière dont nous finançons notre système de garantie sociale. La France a un système de garantie sociale qui est un des meilleurs du monde. Tout le monde a entendu parler de la Sécu. Et la Sécu, on la finance par des cotisations sur les salaires. Il se trouve que nous faisons ça dans des conditions très dissuasives de l'emploi. Et je pense pour ma part que si la même masse de cotisations sociales, on les appliquait sur 90% des effectifs et pas sur la totalité, il n'y aurait plus de gains en charges sociales si les patrons licenciaient, une limitation, et surtout, les nouveaux embauchés, on les embaucherait sans charge sociale, le temps qu'ils rentrent dans la moyenne des effectifs sur 3 ans. Cette souplesse, en voilà une, nous permettrait de créer probablement quelques dizaines de milliers d'emplois. Je pense qu'avec Jean Boissonnat, qui est orfèvre, tout à l'heure vous posera cette question, mais on va d'abord revenir... qu'elle vienne de vous. Mais on va d'abord revenir à SVP. Une autre question, Jean-Louis Oui, Lessen. Monsieur le Ministre, beaucoup de téléspectateurs souhaiteraient maintenant, après ce que vous avez dit, passer de la théorie à la pratique. Que comptez-vous... très pratique. Oui, on était déjà un petit peu dans la pratique. Peut-être même trop. Cas particulier, que comptez-vous faire concrètement dans le conflit LTT qui se trouve dans votre circonscription pour éviter les licenciements? Oui, je crois qu'il faut rappeler que LTT Thomson, c'est la téléphonie, c'est la distribution, c'est les répéteurs, les décodeurs et aussi la fameuse fibre optique, là, et qui a un licenciement important prévu. LTT veut dire Lignes télégraphiques et téléphoniques. C'est une filiale du groupe Thomson actuellement gérée par la CGE et dont une usine est implantée à Conflans-Sainte-Honorine, c'est vrai. Elle avait 4000 travailleurs quand j'ai été élu maire en 1977. Elle en a 1600 en ce moment. Et après une compression d'effectifs de 400 au printemps dernier, et on parle d'une nouvelle réduction d'effectifs. De 500 ou 600 personnes. De rien du tout.
si vous permettez. Il y a un Sur ce plan. point, ce n'est pas le ministre en charge qui parle. Je n'ai pas la responsabilité de ce dossier. Ce que je fais, c'est donc que je me bats. Je considère que la mutation de notre industrie, que les changements sociaux doivent être faits en prenant en considération les difficultés humaines. Il n'est pas admissible, après tout ce que cette entreprise a vécu, dans le niveau de désespérance de ceux qui y restent et de toute la ville autour d'eux, que l'on continue dans cette voie. Il s'agit d'une filiale d'un grand groupe, il y a des commandes partout dans ce groupe, des remembrements sont possibles, je le sais, je n'ai pas l'habitude de demander qu'on fasse n'importe quoi, mais là je dis, le traitement de ce problème n'a pas été correctement conduit jusqu'à présent. Et je n'admets pas pour ma part que l'on parle de licenciement comme ça, sec, sans examiner d'abord un plan de redressement industriel de l'entreprise et ensuite les conséquences sociales de ce plan de redressement industriel. Pas question. Le reproche s'adresse à de M. nouveau. Pébreau, le président de la CGE. C'est une exigence générale par rapport à tous ceux qui ont le dossier en charge. Il faut dire que cette entreprise malheureuse a changé 5 fois de direction générale depuis 7 ans, qu'elle a été ballottée d'un groupe à l'autre jusqu'à ce qu'enfin la nationalisation mette un peu de clarté et de durabilité dans la gestion, mais nous n'avons pas encore la chance de voir les conséquences précises passer sur le terrain. Mais c'était ça le capitalisme, vous vous rendez compte, une entreprise vendue, pertes et profits, 3 fois de suite en 4 ou 5 ans. Alors naturellement, il ne s'y passait plus rien, on ne faisait plus de recherche, c'est un drame affreux, mais la société et le gouvernement ont la responsabilité de préserver cet outil industriel. Bon, nous reviendrons à SVP tout à l'heure, mais tout de suite, Jean Boissonnat. Jean Boissonnat, rédacteur en chef de l'Expansion. Je vais essayer de combler votre vœu et de venir au secours de votre modestie. Vous êtes trop bon. Vous l'avez dit, vous aviez beaucoup chanté et maintenant vous dansez depuis 1981, c'est-à-dire qu'on ne vous juge plus sur ce que vous dites, mais sur ce que vous faites. Je ne vais pas vous faire porter la responsabilité de tout ce qu'a fait le gouvernement, bien que vous en soyez solidaire. Observons ce qui vous a concerné, vous directement, d'abord ministre du Plan, puis ministre de l'Agriculture. Ministre du Plan, vous avez eu en charge d'abord le plan intérimaire. L'élément essentiel du plan intérimaire, j'ai pris la précaution de le relire, la priorité des priorités, c'était la lutte pour l'emploi. Il était prévu que sur 2 années, 1982 et 1983, pour retourner la tendance en matière de chômage en France, l'économie française créerait net 400 000 à 500 000 emplois. Chiffre inscrit dans le plan. Chiffre réalisé, non pas création nette de 4 à 500 000 emplois, mais destruction nette de 110 000 emplois pendant la même période. Comment vous commentez l'échec du plan intérimaire, c'est-à-dire du document que vous aviez en charge et dont vous aviez la responsabilité? Plusieurs choses. La première est que dans l'ensemble des moyens de réaliser ce pronostic, j'avais dès ce moment-là demandé que soit immédiatement affecté 30 milliards de francs de l'époque aux économies d'énergie. Nous revoilà un point que nous évoquions à l'instant. Et ces moyens ne se sont pas trouvés là. 30 milliards de l'époque, ça doit en faire plus de 40 d'aujourd'hui. Et c'était probablement pas loin de 200 000 emplois qui étaient en cause et qui intéressaient directement la balance des paiements. Deuxième élément, nous avions tous les experts et toutes les forces politiques, fait à peu près la même erreur. Nous avions sous-estimé à quel point notre appareil productif était peu capable de faire rapidement face à une augmentation interne de la consommation. Et les importations se sont développées beaucoup plus vite que tout le monde ne l'avait pensé, prévu, que les modèles ne le disaient, etc. C'est en effet une erreur, elle a été largement partagée, mais ministre du Plan, je l'ai pour ma part largement assumée. Le troisième élément est lié alors à l'environnement autour de nous. La hausse du dollar ne nous a pas fait que du bien pendant toute cette période. Vous connaissez tous ces éléments. La hausse du dollar, ça vous permet de vendre à l'étranger. Ah oui, mais ça renchérit d'abord la facture pétrolière. Ça renchérit d'abord les importations avant qu'on commence à gagner à l'exportation, parce que là, il faut avoir investi, développer les services commerciaux, il faut du temps. Cet effet retard, vous en avez même parlé dans beaucoup de vos articles, vous le connaissez bien. Oui, mais les autres pays ont tiré profit de la hausse du dollar. Les autres pays avaient commencé l'assainissement financier de leurs économies bien avant nous. N'oublions pas que l'assainissement américain, il a été fait en 78-79, l'assainissement allemand vers 80. Avant la date à laquelle le président Mitterrand a été élu, tout de même, si vous me permettez ce rappel, qui n'a rien de polémique, qui est purement de calendrier.
Donc, premier échec, le plan intérimaire. Ensuite, vous avez fait adopter le dernier plan, 5 ans. Et un élément essentiel de la planification, ce qui correspondait d'ailleurs à ce que vous aviez toujours dit, c'était une planification de type contractuel, et en particulier des contrats entre l'État et les régions. Vous y avez apporté beaucoup de soins. L'un d'entre eux a été signé notamment avec la région Alsace. Et il prévoyait, signature de l'État, l'installation d'un synchrotron à Strasbourg. D'un seul coup, quelqu'un qui n'était pas membre du gouvernement, mais qui était député d'une autre région. Mais c'est l'Isère, il faut... L'Isère, M. Mermaz, a annoncé que ce ne serait pas à Strasbourg, mais que ce serait à Grenoble. Les Alsaciens ont été furieux. Quid du concept qui vous tient beaucoup à cœur de planification contractuelle lorsque, à la première occasion, l'État renie sa signature? Je vais répondre à cela, mais je voudrais d'abord rappeler que le 9e plan ne concernait pas, et de loin, que cet aspect, du moins qu'à mon désir. Il n'aurait pas dû se limiter à cet aspect des contrats de plan. Et je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas ce soir la souffrance que j'ai eue de voir la notion même de plan mise en cause par des socialistes. Voilà comme je le pense, et cela vaut aussi en partie pour le plan intérimaire. Il reste qu'en effet, du 9e plan, le morceau le plus puissant, le plus solide, ce sont les contrats de plan, parce que je crois que là, j'ai créé une mécanique d'adhésion qui peut permettre la conjonction de l'effort de réflexion, de l'effort d'action administrative, mais surtout de l'effort financier de l'État et des échelons régionaux au service des mêmes objectifs. De faire de la décentralisation une convergence des efforts plutôt que de prendre le risque d'une trop grande diversification. Je crois beaucoup à cette procédure. Il m'est arrivé d'en dire avec quelque fierté que je pensais qu'elle transformerait les mentalités collectives de la gestion économique de la France. En 3 ou 4 plans, en 20 ans, nous avons 9 siècles de centralisation derrière nous, sinon davantage. Si on la fait remonter, non, Philippe le Bel, ça fait moins de 9 siècles tout de même, mais c'est beaucoup de siècles royaux, impériaux et républicains de centralisation sont des mentalités qu'il faut transformer. Alors, vous concevez qu'effectivement, cette affaire du synchrotron m'a fait très mal. Il n'est pas désapprouvé la correct. décision prise? Je crois qu'il faut la comprendre, et pour autant que j'ai bien compris ce qui s'est passé, la décision a été prise sans que les responsables de cette décision aient eu connaissance de l'engagement contractuel et écrit de l'État. Et ça doit nous mener à réfléchir très très loin. Excusez-moi, je voudrais finir. C'est grave. Ce qu'on appelle l'État, c'est peut-être grave, mais justement, ce qu'on appelle l'État, quand ça s'engage, j'ai dans l'esprit que ça fait près d'une dizaine de milliers de décideurs. Il y a bien sûr un président de la République, un Premier ministre, une quarantaine de ministres, beaucoup de parlementaires, députés, sénateurs, parlement européen, tous nos préfets, tous nos commissaires divisionnaires de police, tous nos ambassadeurs, tous les chefs d'entreprise nationalisés, tous les directeurs d'office public, tous les directeurs d'administration centrale, tous les directeurs départementaux, tout un ensemble de gens qui, au jour le jour, font leur métier discrètement, on les entend peu, on n'entend que les sommets, puis vient un problème, un coup dur, un drame sanitaire ou d'accident ou de violence ou de n'importe quoi quelque part, un commissaire de police, un préfet, un ambassadeur se trouve en situation, il peut avoir le mot de trop, l'État c'est tout ça. Les contrats de plan, ça a été une négociation extrêmement complexe. Il y a 1500 projets repérés. Ce que j'ai considéré comme un très grand succès, pour cette idée à laquelle je suis très attaché, c'est que toutes les régions de France, sauf la Corse qui, au moment en cause, n'avait plus d'assemblée, mais elle va y venir, il est presque prêt. Toutes les régions de France, majorité ou opposition, non signées, et je suis convaincu que cette grande mécanique fera changer beaucoup de choses. Il se trouve qu'elle comporte des quantités de dispositions et qu'en effet, il faut organiser la machine de l'État. Ce nombre prodigieux de décideurs avec une communication absolument permanente de l'information, c'est difficile. C'est très difficile, on l'a vu sur le Tchad, on l'a vu sur des quantités de choses. L'absolue cohérence ou concordance de l'information pour prendre les décisions, de l'information nécessaire pour en parler ou les commenter, entre les quelques centaines de personnes qui sont l'État sur un problème déterminé, allez, on ne gouverne pas sans bavure. Celle-là est grave, mais tout le monde fait des bavures. Un des drames de notre époque, c'est peut-être que notre exigence de démocratie et l'instantanéité de nos communications nous fait donner trop de poids à l'événement instantané par rapport à la distance. Et du coup, la bavure dans l'acte de gouverner, elle est de tous les temps, de toutes les époques. On ne gouverne pas sans bavure, encore une fois. La bavure dans l'acte de gouverner devient l'enjeu essentiel du commentaire politique.
il y a de quoi fragiliser bien des démocraties. Oui, mais plus Ça donne du piment au jeu électoral, on est sûr de sortir les sortants à chaque coup, puisqu'il y a tout le temps des bavures. Non, mais plus Mais c'est pas comme ça qu'on fait des choses sérieuses. Qu'est-ce que vous préconisez? Plus on planifie, plus on risque les bavures. D'expliquer. Plus on planifie, plus on risque les bavures. Ça n'est pas sûr. On risque des bavures si on planifie de manière trop rigide, or ça n'était pas l'esprit. Bah, précisément, Ce il y a que vous bavure. évoquez. Il y a bavure, mais écoutez, après 9 siècles de centralisation, nous rôdons pour la première fois, l'idée que l'État, au lieu d'être régalien, comme on dit, impérial, de s'engager tout seul, de ne jamais négocier avec personne. Vous savez par exemple qu'un accord que l'État négocie avec ses propres fonctionnaires est réputé illégal devant la loi. L'État n'a pas le droit de négocier. Notre droit, c'est l'État impérial. Nous avons donc violé l'esprit de ce droit français pour lancer des contrats de plan. Et en effet, tout n'est pas encore tout à fait rodé. Nous n'avons pas encore mesuré la sécurité de transmission d'informations à tous les échelons décideurs pour dire attention, un engagement est pris, il sera tenu. Je vais même vous dire autre chose, Jean Boissonnat. Je ne vous reprendrai plus, probablement pas, parce que je vous sais très bien informé. Les contrats de plan, pour l'essentiel, au contraire, les conditions dans lesquelles ils sont respectés pour leur partie budgétaire sont une de leurs forces. Nous apprenons cette mécanique d'État. Donc vous admettez un échec au moins sur un point. J'admets, oui, j'admets. Hélas, Bien. une décision non conforme. Troisième aux engagements exemple, de l'État. vous êtes ministre de l'Agriculture. En tant que tel, vous siégez dans les conseils de Bruxelles et vous avez eu des décisions difficiles à prendre avec vos collègues concernant la politique agricole commune. Oh, certes. Vous aviez parlé tout à l'heure de votre vœu d'une économie, même animée par une majorité de gauche, où le marché, la non-bureaucratisation, la non-intervention de l'État dans la vie économique quotidienne était souhaitable. Or, vous êtes le ministre de l'Agriculture en France, en accord avec vos collègues européens, qui avez décidé de réglementer la production laitière en Europe. Autrement dit, dans ce domaine précis, ce n'est pas plus d'autonomie que vous donnez aux entreprises, mais moins d'autonomie, puisque vous devez réglementer, vous avez envoyé des papiers qui doivent être remplis dans des laiteries pour décider ce que l'on va diminuer ici ou ailleurs, quid de ceux qui viendront après ceux qui auront accepté de diminuer leur production, etc. Autrement dit, vous faites de l'économie administrée. Le contraire de ce que vous nous avez expliqué au début de cette émission. Le contraire, Dieu merci, j'espère, pour ce seul secteur. En effet. J'ai même dit plus que cela, et vous êtes gentil dans votre commentaire, moi j'ai donné un nom de baptême à ça. Nous avons rationné le droit à produire. Pourquoi ? Parce qu'en économie, il faut être sérieux et responsable. C'est en 1974 ou 75 que la production laitière de la communauté économique européenne a commencé à dépasser ses capacités d'absorption, tant en consommation intérieure qu'en exportation. Ça a commencé avant. Non, l'équilibre, on a passé... Il y a eu des crises avant, mais conjoncturelles. Vous savez, il y a de la météo là-dedans. Il y a eu des crises conjoncturelles. Mais structurellement, c'est aux environs 1974-75 que la production laitière est devenue durablement excédentaire par rapport à nos possibilités. Or, la politique agricole commune était fondée en matière laitière sur ce principe d'appui aux producteurs, mais à condition que ce soit conjoncturel, que quand les affaires allaient mal, on stockait, non pas le lait, c'est peu stockable, mais le beurre ou la poudre de lait, pour le revendre après et éviter que le revenu ne s'effondre trop. Quand c'est devenu structurel, on n'a plus pu, et nous sommes tombés devant la rareté de l'argent. On ne pouvait plus payer. M. Boissonnat, c'est pas à vous que j'apprendrai que quand il y a une rareté, il faut y faire face. En temps de guerre, c'est plutôt la rareté des biens physiques, là c'était la rareté de l'argent. Et tout le monde sait, et notamment dans le monde paysan, qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire payer par le contribuable collectif. Quand j'ai été nommé ministre, j'ai pris connaissance de ce dossier, ministre de l'Agriculture, et je me suis aperçu qu'au fond, il y avait un accord implicite, un peu par lâcheté, chez beaucoup de gouvernements européens, pour laisser les choses aller à volo jusqu'au moment où on ne paierait plus, et puis on dirait, terminé la politique agricole, plus d'argent, débrouillez-vous. Et je voyais fort bien que si les ministres de l'Agriculture n'avaient pas pris leurs responsabilités, on serait arrivé simplement à l'effondrement des prix des biens par l'arrêt de l'intervention, c'était tout. Et je prétends qu'en plafonnant le droit de produire, et pour la France à 3% en dessous
du niveau de 1983, 2% la première année, 1% la seconde, importe peu. Nous avons sauvé l'essentiel de cette politique. Il y avait la gangrène. Nous avons fait de la chirurgie. Et d'où sûr Mais de je l'avoir suis sauvé. intervenu suffisamment à temps pour ne pouvoir ne couper que quelques phalanges. 2 ou 3 ans après, j'ai eu beaucoup le conseil de laisser filer. Et il y a un certain type de discours de l'opposition, j'ai dit ça au Sénat l'autre soir, qui m'amènerait à dire qu'après tout, j'aurais pu leur laisser le bébé pour 1986, et là, au lieu des phalanges, ils auraient coupé le bras. Oui, mais êtes-vous sûr d'avoir laissé filer? Vous avez déclaré, à l'issue d'une session du Conseil des ministres, un autre Conseil des ministres européen, qui a traité du problème du budget européen. Vous avez déclaré que les décisions qui avaient été prises là étaient une imbécilité collective. Oui, c'est Je vrai. me mets ce soir à la place de votre collègue Pierre Bérégovoy, que vous avez gentiment qualifié de notaire tout à l'heure, et que vous aviez encore plus aimablement... Non, s'il vous plaît. Ah, je regrette, tout le monde l'a entendu. Le Vous avez parlé de la comportement- gestion notariale. de la gestion notariale. Savez-vous Bien. combien il y a de personnes dans l'administration française des Remarquez, finances? il vaut mieux- 136 000. Il vaut mieux être un notaire Non. qu'un imbécile, parce que vous l'avez Jean dit, Boissonnat. c'était une imbécilité collective. Jean Boissonnat, je vous en prie. Ah non, ce sont vos propos, c'est pas les Mais miens. mes propos ne s'appliquaient pas à un homme. Ils s'appliquent à une philosophie, à une pratique administrative Non, à une qui est collectivité- multicentenaire. à une collectivité Je vous en prie, vous n'avez pas le droit. Dont est membre un ministre du gouvernement Une- dont vous êtes membre. J'ai parlé de pratiques administratives, d'habitudes en effet notariales dans notre administration des finances, elles sont très anciennes, je les connais bien, j'en suis de cette administration, et croyez-moi, j'en suis un critique interne fort efficace. Je vous interdis, je trouve ça scandaleux, Ah non, moi de je ne faire fais que porter citer sur la vos tête, propos. je n'ai cité C'est- personne. Vous avez parlé d'imbécilité collective, oui ou non? Attendez, on est sur l'azur à Pierre Bérégovoy tout à l'heure à propos de notarial. Je veux dire ici que le courage d'un ministre peut parfois consister justement à réveiller une administration, et c'est ce que j'espère qu'il est en train de faire. J'ai confiance. Il y a une lourdeur administrative que vous avez suffisamment incriminée dans divers papiers pour que je sois sûr d'avoir votre accord intellectuel là-dessus. Vous ne me démentirez pas. Quant au problème de l'imbécilité collective, alors là je maintiens absolument, mais ce n'est pas pour lui. Mais c'est pour qui? C'est pour les 9 autres. Et si vous voulez qu'on dise des noms... c'est Pourquoi pour le lui, il était chancelier- contre? C'est pour le chancelier de l'échiquier britannique et pour le ministre allemand des Finances. Non, mais écoutez, ça va leur faire plaisir. Ça va leur faire très plaisir. Vous il me posez était une contre, question importante. mais est-ce qu'il était contre? Vous vous souvenez du déroulement de l'affaire? Non, mais est-ce qu'il était contre? C'est tout ce que je demande. Reprenons, si vous voulez bien, la conduite de l'ensemble du gouvernement français à laquelle lui aussi a donné son accord. Bien. On évoque l'année dernière la nécessité de ralentir la dépense agricole. Ce qui est vrai. Nous commençons à nous en charger sérieusement, nous, ministres de l'Agriculture, en ralentissant la vitesse de dépense, notamment dans le lait. Ça fait mal. C'était inévitable. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu d'autre formule que le rationnement. Si on s'y était pris bien avant, 74, 75 encore une fois, on aurait pu éviter le rationnement, c'est un autre problème. Vient ensuite, à la suite de délibérations dont je ne connais pas bien l'origine, la transformation de cette idée de discipline budgétaire en un monstrueux carcan qui, venu dans son état le pire, un premier conseil affaires économiques et financiers, se voit opposer la réserve de la France déposée par qui? Par Pierre Bérégovoy. Au sortir de là, et sachant qu'il avait déposé la réserve du gouvernement français, je donne l'explication vue du côté de l'agriculture. De ce qu'un carcan suffisait pas deux, nous avions déjà les quotas laitiers, nous sommes en train d'aggraver l'obligation de distiller obligatoirement du vin pour réduire les excédents, et ça n'est pas une chose facile. Ils y sont sans doute encore à cette heure-ci à Dublin, nos chefs d'État et de gouvernement en train de discuter du vin pour la même raison. Mais il était ultra dangereux d'aggraver la chose en mettant une interdiction de dépenser ce qui doit continuer à être dépensé pour que la politique trouve son équilibre. Mais ça, c'est avant Bien. l'imbécilité C'est collective. juste avant. Nous allons ensuite dans la bataille suivante, avec une position du gouvernement français parfaitement ajustée d'un commun accord entre Roland Dumas, Pierre Bérégovoy et moi-même, les 3 négociateurs, et vérifiée. En séance, vous en aurez les témoignages que vous voudrez, de demi-heure en demi-heure, parce que nous n'étions pas dans les mêmes salles. Les petits papiers passaient. Pierre Bérégovoy a mis un soin jaloux à vérifier que j'étais d'accord avec tel ou tel élément. Pourquoi? Nous étions dans une seringue impossible, grâce à la réserve de la semaine d'avant, transformée en coup d'éclat par ce que j'en avais dit. Nous avions soulagé le champ et amélioré beaucoup les positions vers lesquelles on était en train de culminer. Nous étions tombés d'accord, et j'étais tombé d'accord, parce que figurez-vous que l'imbécilité collective, je l'ai contresignée aussi. Donc si vous prenez les choses comme ça pour faire de la politique politicienne Ah non, mais franco-française, c'est pas moi. je suis moi, en j'ai rien dit, auto-jugement. j'ai pas parlé D'accord. d'imbécile. Venons à la question, Jean Je n'ai Boissonnat. pas tout à fait fini, je dis simplement que la France n'avait plus le droit de bloquer la mécanique. Et qu'il fallait bien arriver à quelque chose, ce quelque chose a été moins terrible, mais par ma bouche, le gouvernement français
commentant ce qui s'était fait, dit que ce carcan ne tiendra pas et que c'est déjà suffisamment difficile, on le voit au Conseil agricole, d'économiser de la dépense agricole pour qu'on ne nous rajoute pas un carcan qui tombe n'importe comment. Voilà ce que ça voulait dire. Vous pouvez demander à Pierre Bérégovoy. Demi-heure, nous avons joué d'accord. Je retiens que cet accord a été acquis avec la participation des ministres français. Y compris la mienne. Y compris la vôtre. Mais ça n'empêche pas de le juger, celui-là, mauvais accord. Très bien. Ça fait beaucoup de mauvaises choses en peu de temps. Et je termine. À 1 contre 10, vous savez, la France a le droit de veto, les autres s'en servent. La France a le droit de veto, les autres s'en servent. Quand on régresse en lait pour 2% de production, c'est 6% en Belgique, c'est 7% en Allemagne fédérale, c'est 6,5% aux Pays-Bas. Ça sert le droit de veto. Dernière question, puisque je ne veux pas abuser du temps. Le président de la République vient de réaffirmer que l'objectif du socialisme en France est la rupture avec le capitalisme. Est-ce votre sentiment ? Confucius a écrit quelque part... Et encore plus loin que Philippe le Bel. Hein. Si je gouvernais, je restaurerais le sens des mots. Je commencerais par rétablir le sens des mots. Quand le président de la République a dit cette phrase, il voulait rappeler à ses électeurs et aux plus intenses, aux plus actifs de ses électeurs, probablement les militants des organisations de gauche, qu'il se souvient de ce sur quoi il a été élu. Mais nous voilà avec ce mot devant une affaire assez tragique où la manière dont il est employé par ceux qui ont mis des dizaines d'années, ça remonte au XIXe siècle, à façonner leur émotion, leur accord, leur enthousiasme, leur organisation collective autour, la manière dont il l'emploie maintenant n'est plus comprise par personne d'autre. Il y a toujours des difficultés entre patrons et ouvriers, même dans les nationalisés, on en a vu à propos de Conflans-Sainte-Honorine, mais il paraît qu'il ne faut pas appeler ça comme ça. Alors, peu importe, parlons de conflits sociaux, souvenons-nous qu'ils sont tout de même le moteur de l'histoire, et rappelons-nous qu'on ne peut pas, dans une démocratie, faire comme s'ils n'existaient pas. Que souvent la manière de les traiter, de leur chercher des solutions négociées et pacifiques, plutôt que de laisser les situations pourrir et devenir violentes, est le signe de la bonne santé d'une démocratie. Cela implique qu'un pouvoir, quel qu'il soit, mais surtout un pouvoir de gauche, n'oublie pas les engagements d'écoute, les engagements aussi de procédure qu'il a pris à cet égard. Je ne crois pas que, mais il m'importe peu moi, je ne crois pas que le président de la République pensait à davantage. En tout cas, là, c'est mon interprétation et c'est ma manière à moi de voir les choses. Mais on ne peut plus parler de rien. J'aimerais rétablir le sens des mots. Justement, est-ce que vous êtes favorable à la rupture avec le capitalisme comme but du socialisme français? Le capitalisme a mis 2 siècles et demi à remplacer la féodalité. Et ça a été une longue bataille, menée par des chefs d'entreprise, des banquiers, des bourgeois. Je ne sais pas s'ils avaient un goût des mots aussi fort que le nôtre pour décrire ce qu'ils faisaient. Et je ne suis pas sûr qu'une fois que vraiment les derniers germes de féodalité aient disparu, il y ait une assemblée solennelle pour dire « ça y est, on a rompu avec les féodalités ». Je sais d'ailleurs encore tel département de France, l'un par exemple, où la tenure des terres est encore un peu ce qu'elle était avant 1789. Bon, on n'a pas tout à fait fini. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est un extraordinaire système d'organisation sociale qui a su utiliser, avec une immense souplesse, toute la technicité industrielle, mécanique du monde moderne, et où la liberté de chaque chef d'entreprise a donné au système un dynamisme qu'on n'avait jamais vu en l'histoire. Ça s'est traduit par beaucoup de sauvagerie. Le développement a été extrêmement brutal, on l'a oublié chez nous. N'oublions pas le temps des 70 heures de travail par semaine, sans autre fait de carillonner que les dimanches, sans arrêt ni pause d'été, et jusqu'à la mort. Travailler jusqu'à sa mort. Regardons presque tout le tiers-monde dans l'incapacité de trouver son développement avec cette technique-là. À travers cela, tous les hommes pour qui le mot de socialisme signifie l'espoir, et Dieu sait que ça veut dire des tas de choses bien différentes, tous les hommes pour qui le mot de socialisme signifie l'espoir voudraient se battre contre ces injustices. Les socialistes allemands n'ont jamais dit qu'ils voulaient rompre avec le capitalisme. Aussi, ils l'ont dit pendant 50 ans de leur histoire, oui, mais et à grand prix. Ils ne le disent plus depuis 20 ans. Ils ont compris, eux, peut-être plus vite que nous, que la vraie rupture, c'est celle qui consiste à refuser, dans l'organisation d'une économie compétitive, l'arbitraire du pouvoir économique. Et cette rupture-là, pourquoi ne pas vous faire sourire? Je crois d'abord qu'elle passe beaucoup par la négociation sociale, qu'elle dépend peu des affaires suprêmes au niveau de l'État, et je sais même ici ou là, tel chef d'entreprise qui l'entreprend vigoureusement par la compréhension qu'il a du problème.
Mais si vous voulez dramatiser le mot, faire de la rupture du capitalisme une affaire de violence, de rue, de Non, défilé, moi je ne veux rien, c'est pas moi qui en parle, c'est le chef de l'État. Je ne suis pas pour, oui. Vous êtes Vous contre. n'êtes pas pour, c'est ce que nous retiendrons. Alors, nous retournons maintenant à SVP. Jean-Louis Le Senne, d'autres questions. Mais peut-être avant que Jean-Louis Le Senne, je crois que pour la vérité historique, il faut quand même rappeler que c'est quand même pas la surproduction laitière n'a pas commencé en 1975, qu'il y a eu un plan d'abattage des vaches européennes dès 1969, qu'on s'est rendu compte ensuite qu'on était allé trop loin dans la lutte contre la surproduction. L'histoire se répète. C'est pas une affaire de vérité historique, je connais bien toute cette histoire. Bon. Vous aviez des phases conjoncturelles, lissez les moyennes. Faites baisser les effets du beau temps, du mauvais temps, et vous verrez comment ça passe. Je crois pas que les agriculteurs qui ont abattu leurs vaches à cette époque-là considèrent que le lissage des moyennes... non, je m'excuse, ne regarde pas le problème statistiquement. C'est devenu structurellement, il y a raison de plus. Si on avait fait ça en 69, on ne serait pas au quota laitier. Ça, on l'a fait. On l'a fait, on est allé trop loin. Alors, SVP, d'autres questions? Oui, justement, sur ce thème, Monsieur le Ministre, une question concernant votre secteur, l'agriculture. En Éthiopie, mais aussi en France, des gens ont faim. Comment accepter l'abattage de vaches à cause de la surproduction de lait? Comment pouvez-vous justifier le gaspillage que représente la destruction d'excédents agricoles? Le problème est au cœur actuellement avec la distillation du vin, notamment, à bas prix. Je ne dirais pas que ces destructions d'excédents ont à être justifiées. Et moi, socialiste, je peux dire que c'est moralement que tout cela me choque et que tout cela montre bien le caractère au fond inadmissible de l'organisation du monde. Mais il se trouve que le marché a ses excès et qu'il faut bien les compenser. Nous utilisons une part croissante de ces excédents à répondre à la pauvreté. En France même, mon ministère en ce moment met en place des systèmes de distribution de 5 grands produits. Blé à usage de pain, viande, pommes de terre et lait. Et pour faire face aux situations des plus démunis d'entre les habitants de notre pays, et notamment de ceux qui sont chômeurs en fin de droit. Pour le tiers-monde aussi, le volume d'aide alimentaire va lentement croissant, mais il ne faut pas croire que les choses sont simples. Et il faut savoir, par exemple, qu'à une population qui vit de mil, de millet, de patates douces et de sorgho, qui a tellement faim qu'elle a quitté ses villages pour essayer de s'approcher vers des camps dans la ville, qui n'a plus le moyen de faire du feu, et qui n'a plus de quoi broyer le blé, si vous lui apportez du blé, elle ne saura pas quoi en faire. Apporter de la poudre de lait, c'est faire l'hypothèse qu'il y a là-bas de l'eau potable non microbienne. Et de toute façon, tout cela, on sait qu'en Éthiopie, par exemple, les 2/3 des gens qui sont menacés de mourir de faim sont installés, vivent à 30 ou 40 km au moins de toute route. Et on n'a pas assez de camions pour transporter. Autrement dit, toutes ces choses sont extraordinairement difficiles. L'aide alimentaire, nous la poussons. Nous sommes en train de faire des efforts. Mais il faut savoir qu'on ne résout rien quand on aide seulement les gens à survivre momentanément. Et que le problème de fond, c'est le développement de l'agriculture productive vivrière du tiers-monde. C'est ça la vraie bataille. Les règles cruelles du jeu international ont souvent provoqué des situations qui ont empêché le développement des agricultures vivrières locales du tiers-monde. Nous avons trop poussé ces pays à faire des cultures d'exportation pour, chez nous, du lin, du coton, de l'arachide, du cacao, du café, dont ils n'ont guère un usage alimentaire chez eux. Et comme ça, on les a beaucoup asphyxiés. Sur tout cela, il faut avoir le courage de revenir et les y aider. L'aide alimentaire n'est qu'un palliatif, nous le faisons autant que nous pouvons. Et par ailleurs, il faut en effet organiser nos marchés de manière à ne pas avoir ces conditions scandaleuses dans lesquelles, en effet, les producteurs, faute de débouchés, ne trouvent plus à gagner leur vie normalement. Ce sont des questions d'organisation, de régulation, et c'est bien là qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, et qu'en ce moment, cette cristallisation de la pensée collective autour du désengagement général de l'État, de ce qu'on appelle le libéralisme, est extraordinairement dangereuse. Il faut être plus intelligent, sans doute. Savoir mieux laisser jouer les intérêts des producteurs directement, mais dans des règles du jeu plus strictes et mieux définies. Et c'est cela, la grande condition de l'organisation de l'économie, pas seulement sur le champ agricole. Autre question? Oui, on en revient à une des questions qui vous a été posée au début de l'émission. Est-il exact que lors de la constitution du gouvernement Fabius, on vous a proposé le portefeuille de l'éducation nationale et que vous l'avez refusé? Pourquoi? Est-ce que vous craignez un échec personnel? Il est exact que j'ai refusé ce portefeuille. Si je craignais un échec personnel, je n'aurais peut-être pas accepté celui de l'agriculture. Je ne voudrais pas vous laisser croire que c'était facile. Non, je pensais que ce qui était commencé devait être continué, que je n'étais pas l'homme le mieux placé pour le faire. En avez-vous refusé d'autres portefeuilles? Il me suffit d'avoir refusé celui-là et d'avoir accepté l'agriculture.
Très bien. Pas d'autres questions pour l'instant? Si 9 radios libres sont saisies actuellement à Paris, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez cela comme normal? Il faudrait savoir pourquoi. En ce qui concerne les radios libres, le gouvernement et le Parlement, depuis 1981, ont déjà beaucoup avancé. Nous avons reconnu un certain nombre de critères, un certain nombre de radios. Un accord semble être en voie de se faire sur ces critères. Là aussi, l'expérience italienne, par exemple, montre qu'on ne peut pas laisser faire absolument n'importe quoi. Les ondes ne doivent pas être une jungle. Il y a une prolifération telle, d'ailleurs, que sur certaines longueurs d'onde, on ne s'entend plus. Il faut aussi faire une certaine police des ondes. Et c'est peut-être ça qui est en cause derrière. Je souhaite que l'on en arrive enfin à un assainissement de cette matière, à une compréhension mutuelle, à une répartition des longueurs d'onde. Elles ne sont pas illimitées. Tout le monde ne pourra pas émettre, c'est bien clair. Et il faut simplement trouver des règles du jeu mieux admises. Alors, Albert Duroy, pour le dernier quart d'heure de cette émission, dernier quart d'heure avant que nous ne retournions à SVP. Albert Duroy. Monsieur Rocard, est-ce que je me trompe si je tire la conclusion de votre échange avec Jean Boissonnat que vous n'auriez jamais parlé de rupture avec le capitalisme, comme l'a fait le président de la République? J'en ai beaucoup parlé avant 1981 pour expliquer qu'à mon sens, elle prendrait plusieurs dizaines d'années et qu'elle était une affaire de mentalité. Nous sommes tous un peu propriétaires, nous sommes tous un peu attentifs à l'argent et le vrai capitalisme est une question de relation avec l'argent. Donc vous l'avez dit, mais vous ne le diriez plus. Et j'ai dit qu'un autre système social peut émerger et que ça mettra du temps. Et nous y travaillons. Est-ce que vous avez, comme moi, comme peut-être d'autres, beaucoup, le sentiment, depuis le début de cette émission, d'avoir été d'une extraordinaire sévérité à l'égard de la gauche au pouvoir? J'en suis, on est sévère qu'avec ses amis. Mais je n'avais pas cette impression. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été sévère? Pas trop, j'ai dit ce que je pensais et ce que beaucoup de gens savent que je pense, d'ailleurs. À propos de l'éducation nationale... Mais attendez, ça veut dire quoi, on est sévère qu'avec ses amis? Quand vous dites « je n'ai pas été sévère ». Je suis trop attaché à tout l'espoir de plus de justice, de construction de l'avenir dans ce pays, de remise sur pied de tout notre système scolaire, de résorption du chômage. Je suis trop attaché à tout cela pour effectivement m'accommoder de ce que cet espoir soit un peu mis en cause ici ou là par une faiblesse, une action mal placée ou une chose pas faite à temps. Et par conséquent, cela me met en colère, c'est vrai. Alors à propos du système scolaire, justement, dont on vient de parler il y a un instant, quand la gauche était-elle la plus fidèle avec elle-même? Quand elle voulait, il y a quelques mois, unifier le système d'enseignement et le laïciser, ou quand, actuellement, elle essaye de trouver un moyen terme et des conditions pour faire vivre l'enseignement privé? La gauche n'est vraiment fidèle à elle-même que quand elle a sur l'école un grand projet rayonnant et quand elle se refuse à tout sectarisme. Mais un grand projet rayonnant, excusez-moi, ce sont des mots. Qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre que dans ce débat, les choses seraient peut-être différentes si l'école publique se portait mieux. Pourquoi toute cette importance à ce débat? Pour beaucoup de raisons, mais l'une d'entre elles est que la crise de l'école publique, l'école de la République, celle dont je sors, est telle que l'école privée apparaît à bien des familles comme une sécurité. Et vous n'étiez pas bien placé pour redonner à l'enseignement public toute sa qualité, toute sa valeur? Je voudrais attirer votre attention d'abord sur le fait que j'étais attaché au même problème, puisque j'ai eu à le traiter sur le plan de l'agriculture, et qu'effectivement j'ai eu la chance, 18 mois de négociation, 14 versions du texte, d'arriver là à traiter le problème des rapports juridiques entre l'État et l'enseignement agricole privé, dans des conditions qui ont fait l'accord. Vous auriez pu réussir ça dans le cadre de l'enseignement général? Je n'en suis pas sûr et je ne pense pas que j'étais, compte tenu des conditions politiques dans lesquelles se présentait le dossier, l'homme le plus qualifié pour le faire. Est-ce que ça a pesé dans votre décision de rester à l'agriculture, le fait de conclure cet accord qui était dans les tuyaux depuis 18 mois? Pas seulement, mais en partie oui. J'avais très envie de boucler ce dossier-là. Il y a d'autres problèmes sur lesquels je souhaite en effet montrer que la politique suivie est efficace et aura de bons résultats. Le vin, notamment. Comme vous parlez peu souvent, on a envie de vous interroger sur énormément de questions différentes. Alors je vais les égrener. Elles n'ont pas de rapport l'une avec l'autre, elles sont très diverses. Et elles s'adressent à l'homme politique parce qu'elles ne recouvrent pas votre secteur ministériel. À propos de la Nouvelle-Calédonie, qui est grande préoccupation actuelle des gens et du gouvernement, les deux mots d'ordre du gouvernement, du Premier ministre, c'est le dialogue et l'ordre. Est-ce qu'à votre sens, il faut d'abord restaurer l'ordre avant d'entamer le dialogue, ou est-ce qu'il faut faire les deux à la fois? Il faut faire les deux à la fois, je ne suis pas sûr... C'est-à-dire céder à la pression? Non.
Faisons tout de même le pari de l'intelligence. Et n'appelons pas céder la pression le fait de recommencer à se parler. Faites attention, commentateur, à votre propre rôle. Vous êtes fabricant de mots, vous aussi les journalistes, et il faut bien réfléchir à cela. Le mythe est que jamais un homme politique ne doit se permettre de mettre en cause le système médiatique, et qu'en effet on le paye toujours abominablement. Mais je trouve là une image extrême. Non, les conditions dans lesquelles c'est très payant dans les meetings. Une question posée peut très bien changer l'esprit public sur la manière de prendre les choses. Si dialoguer est céder à la pression, si l'on admet ce raccourci, alors le dialogue devient impossible dans un jugement moral qui résulterait de notre dialogue en Nouvelle-Calédonie, et ça c'est terrible. Mais il est clair, de Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Laissez-moi finir, il est parfaitement clair qu'on ne dialogue pas dans le désordre. Et qu'il faut retrouver le calme, c'est-à-dire aussi l'ordre. Je crois cependant que l'ordre est lié au dialogue. Est-ce que par exemple, il est envisageable pour le gouvernement français, le gouvernement socialiste, d'organiser un scrutin d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, scrutin au cours duquel une partie de la population d'origine européenne, ne voterait pas? Cela ne me paraît pas envisageable, et c'est précisément toute la difficulté. M. Giscard d'Estaing lui-même était partisan de l'autodétermination en 1976. Mais l'autodétermination, de toute façon, ne peut se dérouler. Le mot ne décrit qu'un choix. Ce choix sera réel si diverses options clairement définies sont offertes. L'une peut être l'indépendance et l'autre peut être le maintien dans le cadre de la République française dans des conditions institutionnelles à définir. Ce qui me trouble le plus en ce moment sur la Nouvelle-Calédonie, ce n'est même pas ce problème-là, c'est le fait que ce que tout le monde a dans la tête, c'est-à-dire le mot d'indépendance, soit aujourd'hui l'objet de malentendus. Et on parle de l'indépendance dans deux sens. Il est concevable que la Nouvelle-Calédonie trouve une indépendance et exerce cette indépendance dans un fonctionnement harmonieux d'une communauté multiraciale, ayant des institutions. Il y a d'autres exemples dans le monde, ça marche plus ou moins bien, ça a souvent marché, dans des institutions où chaque communauté s'exprime et à sa place. Mais il est clair qu'il y a une autre variante de l'indépendance, qui est l'indépendance pour la seule communauté kanak, à l'exclusion des autres communautés présentes dans ce territoire. Ça n'est pas possible. C'est même contraire aux droits de l'homme. C'est contraire à tout ce que disent la plupart des mouvements d'indépendance aujourd'hui. Il faut savoir que le Congrès national africain d'Afrique du Sud, ces Noirs persécutés, pourchassés, emprisonnés, etc., dans leur congrès clandestin, reconnaissent la citoyenneté des Blancs d'Afrique du Sud. Il faut le savoir qu'en Namibie, où l'indépendance s'est conquise après de dures luttes, ce sont deux communautés qui travaillent. Mon collègue namibien est un blanc. Pardon, en Zimbabwe. J'ai confondu la Namibie, elle cherche son indépendance. Je viens de confondre avec le Zimbabwe. Et cette attitude des mouvements d'indépendance sont plus respectables que l'attitude des Kanaks. Là, ils doivent comprendre qu'il n'y a pas de dialogue possible, en effet, s'ils prétendent à l'indépendance pour leur seule communauté, en prétendant rejeter les autres à la mer. Ici ou là, on a des déclarations qui disent non, on ne veut pas les rejeter à la mer. Il faut que les choses soient précises et que les Caldoches aient des garanties, puisque Caldoche il y a. C'est bien clair. D'une façon plus générale, est-ce que dans ces matières où le terrorisme intervient, on peut parler de Nouvelle-Calédonie, mais aussi de la Corse, mais aussi du Pays Basque, est-ce que l'État se fait suffisamment respecter? On peut, dès l'instant qu'il y a un malaise social quelque part et que ce malaise se traduit par des violences, dire que l'État ne se fait pas assez respecter. Et on peut souhaiter qu'il se fasse plus respecter. Il est cependant vrai que ce sont les conditions historiques, économiques, sociales qui créent une situation. Le cas de la Nouvelle-Calédonie est très très clair. Elle a été traitée indigénat, statut de l'indigénat, etc., dans des conditions d'un colonialisme assez outrancier jusqu'en 1945. Les Mélanésiens sont devenus citoyens français en 1945 et grâce d'ailleurs à la Constitution de 47, même pas tous des 45 si ma mémoire est tout à fait exacte. Mais nous ne sommes plus dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, là, nous sommes dans un cas général. Je vous réponds sur le respect de l'État dans la Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, la loi cadre de 1956 a créé un statut du territoire qui lui a donné son autonomie dans la République française, un ministre, des gouvernants. Les deux communautés s'entendaient bien. Elles étaient toutes les deux représentées. Le respect de l'État était assuré avec peu de forces de police. Pour des raisons très dommageables et pas très respectables historiquement,
En 1963, la Ve République a mis fin aux garanties du territoire, à son statut, et l'a ramené au statut de territoire d'outre-mer, sans même les structures représentatives d'un de nos départements. Et c'est là que les choses ont commencé à se crisper, à s'aigrir, et qu'on n'a plus jamais pu rien rattraper. Voilà comment les choses se sont passées, nous payons en 1963. Que l'État se fasse respecter dans ces conditions supposait à la fois une recherche, une saisine du dialogue à temps. Ça n'a pas été fait. Nous l'avons tenté depuis 1981, nous arrivions bien tard. Et aussi une montée considérable de forces de police. Oui. Jusqu'à quel niveau? Vous savez fort bien que dans ces engrenages, il y a un moment où l'art de se faire respecter tourne à la répression, où la répression déclenche le cycle infernal. Justement, prenons un autre exemple qui va tout à fait dans ce sens-là. Il y a quelques mois, on a extradé des terroristes basques, pour la première fois. Ça a même créé des rumeurs et de la grogne à gauche. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je n'ai pas été heureux, car effectivement, la manière dont ces hommes se sont conduits a des prétextes politiques. Mais il s'agissait tout de même de meurtre, de complicité de meurtre. Nous avions jusque-là refusé absolument toute extradition, parce que l'Espagne était une dictature fasciste, qu'on y torturait et qu'on y tuait dans ses prisons, que les droits de l'homme n'étaient pas garantis devant ses tribunaux. C'est devenu une démocratie, mais alors pourquoi n'était-vous pas heureux? C'est devenu une démocratie, eh bien, mais parce que maintenant nous avons avec elle des relations normales de démocratie à démocratie. Et pourquoi cette mesure ne vous a-t-elle pas rendu heureux, cette extradition? Vous avez dit, ça ne m'a pas, j'étais pas heureux. Il est vraisemblable. Quand même, quelque part, ça vous gêne. Bien sûr, mais je crois tout de même qu'il n'y avait pas de choix. Nous n'avions pas le droit de ne pas considérer l'Espagne comme étant devenue une démocratie respectable. Et cela, en effet, est un changement. Il est vraisemblable que les juges espagnols seront sévères avec ces hommes. Il faut voir comment ils se conduisent. Mais c'est leur responsabilité. Nous avons, nous, une double certitude. La première, c'est que la justice espagnole, maintenant, répond à un pays où les droits de l'homme sont le principe constitutionnel. Et la seconde, c'est que on peut voter en Espagne, que l'indépendantisme basque se présente aux élections, il y fait une minorité, et par conséquent qu'il s'agit d'actes de terrorisme pour faire changer par la violence la situation d'un peuple qui majoritairement n'a pas reconnu cette orientation comme la sienne. Vous étiez d'accord pour l'extradition ou pas d'accord pour l'extradition? J'ai donc été d'accord pour l'extradition, mais je ne vous dis pas qu'on était heureusement et facilement d'accord. Naturellement, j'étais d'accord. Est-ce que vous avez l'impression que le sentiment d'insécurité en France est excessif actuellement? Et est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement le gouvernement se préoccupe plus ou trop du maintien de l'ordre et de la lutte contre la délinquance et plus assez de justice? Pourquoi les deux choses n'iraient-elles pas ensemble? On ne se préoccupe jamais assez de la sécurité des Français, surtout s'ils se sentent inquiets. Il est vrai que leur perception de leur inquiétude dépasse peut-être la réalité. Il est vrai, par exemple, c'est une chose peu connue, que les sentences moyennes rendues par les juridictions françaises sont les plus sévères d'Europe. Il est vrai aussi, par exemple, qu'il n'y a pas eu, depuis 1981, de mise en permission de détenus inculpés pour cause de meurtre de policiers, contrairement à ce qui a été dit. Il est vrai encore qu'avec un policier ou un gendarme pour 262 habitants, la France bat le record d'Europe. Alors, où en est-on? Il y a eu l'an dernier un sondage fait sur l'insécurité dans le métro. Et on a eu la surprise de découvrir que 7% de la population représentative des voyageurs du métro disaient avoir été personnellement victimes d'une agression. Cela aurait donné 150 000 agressions dans le métro l'an dernier. Or, il y en a eu 1585, si ma mémoire est exacte. Elles ne sont pas toutes déclarées, je sais. Disons qu'il y a pu y en avoir 10 000. Je tire loin, puisqu'il y en a eu 1585 de repérés. Mais 150 000 personnes ont vécu ce qu'elles regardaient de loin, ou se sont imaginées, ou se sont dit que répondent comme cela. Pire, vous incriminez les médias. 42, vous incriminez les médias. Je n'incrimine rien, je regarde, j'essaye de comprendre. Et s'il y a un problème sur lequel il est nécessaire que les Français se comprennent, c'est bien celui-là pour ne pas dramatiser. Je continue avec le même sondage, il est fascinant. 42% des voyageurs du métro répondent qu'ils ont assisté ou connaissent quelqu'un qui a été victime d'une agression. Ça donnerait 900 000 agressions dans le métro l'an dernier. Donc vous avez un vécu de l'agression bien au-delà de ce qu'elle est. Et c'est cela qu'il faut faire comprendre aux Français, tout en traitant sérieusement les problèmes.
Nous avons embauché plus de 15 000 personnels de police, policiers et gendarmes, depuis 1981. C'est un triplement de la vitesse de recrutement de ces forces par rapport à ce qui se passait avant. Encore une fois, nos sentences judiciaires sont parmi les plus fortes d'Europe. Nous savons, et le garde des Sceaux, c'est le premier, que le grand problème, le plus grand à cet égard, est celui de la rapidité des décisions de justice. Un détail, tenez, significatif. Le fait que dans toutes ces statistiques de délit, les contraventions de stationnement et les chèques sans provision soient toujours comptés, qui sont des dizaines de milliers, qui gonflent tous les chiffres partout. On a vu par exemple que la ville de Saint-Étienne voir sa délinquance progresser de 39%, et on s'est aperçu après que c'était parce que un organisme spécialisé dans comme une grande surface, enfin, déposait là ses plaintes juridictionnelles pour chèques sans provision pour toute la France. Alors plus 39%, et voilà tous les Stéphanois inquiets. Voilà donc de quoi il faut se débarrasser. Sortons tout cela, et puis sachons aussi que ça prend du temps à la magistrature, et que les efforts très rapides que nous faisons pour automatiser ces procédures et ces décisions vont nous permettre de gagner du temps. Mon ami Gilbert Bonnemaison, qui préside la commission de sécurité, qui est une commission où se réunissent des maires de grandes villes, majorité et opposition, a chez lui informatisé son commissariat de police, ce qui, pour la dépense de salaire d'un agent en une année, lui a permis de remettre 3 agents en service dans la rue. Depuis, le taux d'élucidation des délits a doublé. Donc il y a des quantités de choses à faire et nous les faisons. Mais je crois d'abord qu'il faut avoir la lucidité de regarder les problèmes de face. La sécurité croît lentement. Elle n'est pas à des niveaux dramatiques. Nous nous battons contre elle et nous le ferons d'autant mieux que chacun se comprendra. Ce qui monte et ce qui est vraiment dangereux, c'est la petite délinquance, c'est-à-dire ce qui est lié au chômage. Et ça nous ramène à mon propos de tout à l'heure. C'est en se servant des possibilités d'emploi avec lesquels nous économiserions de la balance des paiements qu'on pourra créer des emplois, commencer à détendre, puisque c'est l'emploi qui crée, c'est le chômage qui crée la délinquance, et la délinquance qui crée l'intolérance à l'immigration. Tout le problème français se ficelle comme ça. Voilà l'ordre dans lequel il faut le prendre. Si vous êtes l'homme le plus populaire des sondages, comme on l'a rappelé tout à l'heure, l'un des plus impopulaires, c'est Robert Badinter, le ministre de la Justice. Que pensez-vous de cette situation? Qu'il y a là une grande injustice. Et c'est pourquoi je suis heureux qu'il ait accepté mon invitation d'être avec nous ce soir. Je change tout à fait de sujet. On commence à parler de la réforme électorale. Le Parti socialiste est très divisé entre le scrutin majoritaire, le scrutin proportionnel, l'efficacité et la justice. Je voudrais connaître votre avis sur cette question. Il n'y a pas de scrutin parfait. Il faut que le scrutin soit efficace. C'est une de ces conditions tout aussi impératives que de celle de le voir plutôt juste. Je crois, moi, que la France est un pays suffisamment porté à l'intolérance et au fanatisme mutuel pour être difficile à gouverner, et que dans ces conditions, il faut d'abord exiger un scrutin qui fournisse des majorités. Donc, il y en a beaucoup de sortes. Donc le scrutin majoritaire. Oui. C'est clair. On peut le matiner d'un peu de proportionnel à la marge, si l'on a le souci d'une représentativité plus large de certaines fractions de l'électorat. Ça a toujours été votre avis? Mais... Ah oui, oui, oui. Même quand vous étiez au PSU, quand vous étiez dans une petite minorité qui n'avait de chance de figurer que si c'était un scrutin proportionnel? Sur ce point, déjà, il m'était arrivé d'être minoritaire dans la gauche, mais rassurez-vous, ça diminue. Je suis de plus en plus majoritaire. Peut-être même sur ce point-là, on verra bien, ça c'est moins sûr. On a beaucoup parlé de la gauche dans cette émission, on a très peu parlé de l'opposition actuelle, de la droite, des centristes. Est-ce que, dans leur attitude, vous voyez des motifs, vous voyez certainement des motifs d'inquiétude. Est-ce que vous voyez des motifs aussi d'espoir sur, par exemple, une décrispation du débat politique? Est-ce que vous appréciez le rajeunissement, par exemple, des responsables des partis d'opposition? Est-ce que parmi ces jeunes, vous trouvez une autre façon de se comporter à l'égard de la vie politique? Écoutez, la jeunesse est une affaire d'état d'esprit. C'est souvent un moyen, une aide, mais ce n'est pas par tranche d'âge que se joue la vie politique française tout de même. Je voudrais saluer, justement sur le problème de la sécurité dont nous parlions tout à l'heure, le courage de quelques hommes de l'opposition, comme beaucoup de la majorité, mais quelques hommes de l'opposition qui ont dit des choses comme n'accusons pas le gouvernement de tous les assassinats de vieilles dames, restons rigoureux, etc. Mais je voudrais dire aussi, depuis quelques semaines, une croissante consternation. Comment éviter d'être trop méchant? Nous en avons beaucoup parlé au début de cette émission. J'avais souffert avant le mai 1981 de ce que la gauche faisait parfois des promesses que je ne trouvais pas très raisonnables et que je savais difficiles à tenir,
et avait une pratique de l'opposition qui n'était pas très sensible au sens de l'État. Il m'est arrivé de me demander si, en moins de 3 ans et demi de départ du gouvernement, notre opposition n'était pas, pour certains de ses membres et certaines de ses forces, devenue aussi bête que nous ne l'avions été en 25 ans d'absence du gouvernement. Écoutez, on travaille au RPR sur la défense et on sort cette grande idée qu'il faut faire passer le budget de la défense de 4 à 5% du produit national brut. Mesdames et messieurs les téléspectateurs, c'est 82 milliards de francs nouveaux qu'il faudrait mettre dans la défense. Où les prendre, personne ne sait. Alors bien sûr, on s'est corrigé. On a changé les affaires. Mais c'est intéressant, c'est comme le synchrotron. Sur qui commande et comment marche le système de décision là-dedans. Or, quand on n'a pas l'appareil de l'État sur le dos, ça devrait être tout de même un peu plus facile. Prenez ce problème de cohabitation. Le changement à vue en 3 semaines de M. Chirac a de quoi inquiéter tous ses supporters. Où est-ce qu'ils vont aller? S'il est d'abord ultra pour et ensuite ultra contre. Tout ça n'est pas très très raisonnable et vraiment j'ai été inquiet. Je pensais cependant que l'expérience du pouvoir durerait assez longtemps pour que dans la conscience commune de la difficulté des responsabilités, la France trouve enfin un art de dialoguer ensemble. Et je voudrais dire plus que cela. Je voudrais dire que je vis intensément quelque chose que je crois très important. La France est une démocratie un peu imparfaite parce que l'alternance y joue mal. Et l'alternance y joue mal parce que la gauche affaiblit dans ses performances gouvernementales, notamment dans l'ordre économique, monétaire et financier. Et voilà que, obligée à la durée par les institutions, la moitié gauche de l'opinion publique française s'explique avec la réalité d'une balance des paiements, de la gestion monétaire, commence à prendre en charge tous ces problèmes, à en subir les contraintes, à assainir effectivement les situations. Dans la modernisation industrielle, nous allons au fond des choses davantage que nos prédécesseurs. Je suis sans pitié, par exemple, pour le dossier de la sidérurgie, et ça c'est plutôt M. Barre qui est en cause, enfin, n'entrons pas dans le détail. Je pense que cela doit continuer. Je le pense d'autant plus que nous n'avons pas eu le temps ce soir du tout d'aborder la scène internationale, et je le regrette. Nos grands alliés américains, dont nous devons être les alliés indéfectibles dans ce monde de tensions et de dangers, qui représentent une terre de liberté chez eux, sont malgré tout en train, sur la scène internationale, de jouer un jeu d'un égoïsme dangereux. Ils veulent asphyxier la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, récemment la Banque agricole mondiale qui s'appelle le FIDA. On annonce même leur retrait du GATT pour ne plus traiter qu'avec leurs clients. Il faut que l'Europe, d'une voix libre, leur parle fermement. Et à cet égard, une France indépendante, et je crois la gauche mieux douée pour mener ce combat-là, le continue et le fasse. Il faut que nous renforcions notre solidarité européenne autour d'une monnaie. C'est maintenant possible. L'écu émerge et il faut que les efforts commencés soient engagés. Avec ce que j'observe de notre opposition, sur laquelle vous m'interrogiez, le citoyen que je suis pourrait se dire, bien, nous ne réussissons qu'imparfaitement, la France est une démocratie, ces hommes ont montré qu'ils étaient capables, on pourrait de loin se dire, après tout, pourquoi pas? Je ne le dis plus, ils me font peur, tant d'irresponsabilité et un retour au pire défaut de l'opposition aussi vite, c'est tout de même un peu désolant, vous ne trouvez pas? Une dernière petite question. Je voudrais savoir ce que pense l'ancien étudiant socialiste, l'ancien manifestant de rue, y compris dans les manifestations violentes. Lorsque devenu ministre, il est dans sa voiture de fonction, protégé par des escouades de policiers en moto et parfois par des CRS qui le protègent contre des manifestants. Je voudrais savoir ce que vous pensez à ces moments-là. Eh bien, je pense que c'est une évolution normale dans la vie, qu'il est des causes que je reconnais parfois justes dans ce que j'entends, que nous gérons les tensions d'une société et que je préfère les gérer dans mon pays, qui est une belle démocratie, que n'importe où ailleurs. Alors, retour à SVP, Jean-Louis Le Senne. Oui, 2 questions pour terminer, Monsieur Rocard. La première sur votre parti d'origine, le PSU. Visiblement, certains téléspectateurs se sont rendus compte qu'il y avait Madame Bouchardot derrière vous. Qu'y a-t-il de commun ou de différent entre le Michel Rocard du PSU et celui du PS? C'est plus une question pour les commentateurs que pour moi-même. J'espère avoir montré qu'il y a beaucoup de commun. C'est depuis longtemps que le souci d'une gauche, d'un socialisme, qui se soucie pas seulement de redistribuer la richesse, mais de la produire, m'anime. Et cela, je n'ai pas changé d'avis depuis le PSU. J'avais déjà tenu ce discours à mes camarades. Mais et un autre point commun est tout à fait fondamental. C'est l'idée qu'une société ne vit pas seulement des actes de son gouvernement. Et que la France, après tant de siècles de centralisation, a besoin d'une pratique sociale, de se retrouver elle-même. Autogestion, ça voulait dire cela. Et c'est la part qui est juste dans cette recherche d'un désengagement de l'État que je vois trop vite cristallisé
dans ce mot trop général de libéralisme, sous lequel il y a le meilleur, la liberté, et puis le pire, la loi de la jungle en matière économique. Par rapport à cela, une société qui ne laisse pas tout faire à l'État, qui se débarrasse de la bureaucratie, c'est une société qui négocie avec elle-même. Le fait qu'aujourd'hui la négociation sociale soit au point bas est un des dangers pour la France. Je suis toujours un militant de la négociation sociale, de la pratique sociale, de l'innovation sociale. Et aussi comme maire, on pourrait en parler. Il y a beaucoup de continuité, savez-vous. Un moindre goût peut-être pour l'expression prophétique et un plus grand souci de la faire passer dans les faits. Mais ça, c'est le lot de toute histoire personnelle. SVP, une dernière question? Oui, deux réflexions qui se rejoignent. Une plutôt gentille d'un employé de Marseille. J'ai 36 ans, dit-il, ma génération a manqué le rendez-vous avec Mendès France. Va-t-on manquer le rendez-vous avec Rocard? Et une autre question un peu plus méchante. Ne craignez-vous pas de devenir le Poulidor de la gauche? Eh bien, d'abord, Poulidor, tout de même, il ne faut pas sourire, mais disons que quand je crois à une cause, je me bats pour elle, et que je ne sais pas raisonner en termes de défaite. La France a encore un immense avenir devant elle. Nous sommes dans ce continent européen qui sent un peu la décadence, où on ne renouvelle plus notre population, mais la France est celui des pays d'Europe qui est le moins inférieur au taux de renouvellement démographique. La France est celui des pays d'Europe qui possède les plus grandes des chances industrielles de l'avenir, dans le spatial, dans l'exploration des fonds sous-marins, dans ces industries biotechnologiques dont je parlais au début, qu'elles viennent de la chimie du blé ou de celle du sucre ou dans d'autres, dans certains créneaux de l'électronique. La France est puissante, elle peut l'être, qu'elle parle haut et fort, qu'elle n'oublie ni sa langue, ni ses amis. J'ai une petite pensée au passage pour le Liban. Nous n'avons pas parlé d'affaires internationales et c'est dommage. Que la France n'oublie pas tout ce qu'elle porte, elle a un avenir à se faire. La seule crainte que j'ai, c'est que nous sombrions dans nos fanatismes et nos intolérances. Il y faut des responsables politiques qui sachent se battre et qui croient à quelque chose. Je suis de ceux-là. La France a le choix, c'est aussi une de ses richesses. La comparaison avec Mendès France vous blesse? Elle m'honore, elle me rend humble. Merci. C'était donc l'heure de vérité de Michel Rocard. Merci. Prochain rendez-vous le lundi 7 janvier.